Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de la supraconductivité. La supraconductivité, c'est le phénomène par lequel certains matériaux peuvent transporter de l'électricité sans aucune perte d'énergie, mais uniquement lorsqu'on les refroidit à des températures extrêmement basses. Imaginez un courant électrique qui pourrait circuler indéfiniment dans un câble sans aucune résistance. C'est cela, la supraconductivité. Pour vous aider à comprendre, pensez à la façon dont l'électricité produite par une centrale atteint votre maison. Normalement, une partie de l'électricité est perdue en cours de route à cause de la résistance dans les lignes, de sorte que vous recevez peut-être seulement 84% de l'énergie produite. Mais si nous utilisions des supraconducteurs, vous récupériez la totalité, soit 100% de l'électricité, sans aucune perte. Ce n'est pas juste une idée intéressante, cela a des applications concrètes. Les supraconducteurs peuvent rendre le transport de l'électricité beaucoup plus efficace en économisant de l'énergie et en réduisant le gaspillage. Ils permettent aussi de créer des aimants extrêmement puissants, indispensables dans des dispositifs comme les scanners IRM, imagerie par résonance magnétique, dans les hôpitaux, qui aident les médecins à visualiser l'intérieur du corps humain. Mais comment la supraconductivité a-t-elle été découverte ? Pour le savoir, il faut remonter dans le temps et explorer l'histoire de la recherche sur les basses températures, car la supraconductivité ne se produit qu'à des températures très basses. Les premières étapes de son histoire sont étroitement liées à la compréhension qu'ont eue les scientifiques de la façon de refroidir la matière à des températures aussi extrêmes. Notre histoire commence au début des années avec un jeune Britannique nommé Michael Faraday. Il travaillait comme apprenti dans une librairie. Dès qu'il avait du temps libre, il dévorait des livres de sciences, en particulier sur la chimie et la physique. Il était fasciné par la compréhension du fonctionnement du monde. À Londres, il y avait un scientifique renommé, Sir Humphrey Davy. Michael parvint à économiser suffisamment pour assister à l'une des conférences de Davy à la Royal Institution. Il prit des notes très détaillées pendant la conférence et grâce à ses compétences acquises en librairie, il relia ses notes dans un petit livre bien soigné. Avec courage, il offrit ce livre à Davy, dans l'espoir de travailler avec lui. Impressionné par l'engagement et l'enthousiasme de Michael, Davy l'embaucha comme assistant scientifique. À la Royal Institution, Michael aida Davy dans de nombreuses expériences et apprit énormément. Un des domaines qui intéressait particulièrement Michael était la liquéfaction des gaz. À cette époque, on ne comprenait pas bien le comportement des gaz dans des conditions variées. En 1823, Michael réalisa une expérience où il plaça du gaz de chlore dans un tube en verre scellé. Il augmenta la pression en comprimant le gaz et refroidit le tube à l'aide d'un mélange réfrigérant. À sa grande satisfaction, le chlore gazeux se transforma en un liquide vert jaune. C'était la première fois que quelqu'un liquéfiait un gaz en utilisant à la fois la pression et le froid. Cette découverte démontra que les gaz pouvaient être transformés en liquide, ouvrant la voie à de nouvelles techniques de réfrigération et de refroidissement. Fort de ce succès, Michael continua à expérimenter avec d'autres gaz. Il améliora ses méthodes en utilisant des tubes en verre résistants aux hautes pressions. En chauffant ou en refroidissant ces gaz sous pression et en observant leurs réactions, il parvint à liquéfier des gaz comme l'ammoniac et le dioxyde de carbone. C'était une avancée importante, car ces gaz étaient auparavant considérés comme impossibles à liquéfier. Les travaux de Michael démontrèrent que les gaz ne restaient pas forcément à l'état gazeux. Dans les conditions adéquates, ils pouvaient passer à l'état liquide. Cela bouleversa la conception qu'avaient les scientifiques des gaz et leur permit de comprendre comment moduler leurs propriétés en les comprimant et en les refroidissant. Néanmoins, certains gaz, comme l'hydrogène, l'azote ou l'oxygène, résistèrent. Peu importe la pression appliquée ou le degré de refroidissement, ils ne se liquéfiaient pas. Michael les appela alors « gaz permanents », pensant qu'ils ne pourraient jamais être liquéfiés. Mais la science continua d'avancer. Dans les années 1860, un scientifique irlandais, Thomas Andrews, releva le défi. Il étudia plus en profondeur le comportement des gaz. Andrews découvrit ce qu'on appelle la température critique. Pour chaque gaz, il existe une température en dessous de laquelle le gaz peut être liquéfié si la pression est suffisante. Au-dessus de cette température, aucune pression ne peut le rendre liquide. Andrews montra que chaque gaz possède sa propre température et sa propre pression critique.
Cette découverte était capitale, car elle expliquait pourquoi certains gaz n'avaient pas pu être liquéfiés avec les méthodes et conditions de Michael. Forts de ces nouvelles connaissances, les scientifiques purent liquéfier ces gaz permanents en obtenant des températures plus basses. Comprendre le comportement de la matière à différentes températures et pressions fut essentiel pour faire progresser la science. Les travaux d'Andrews préparèrent le terrain pour que d'autres chercheurs étudient les propriétés de la matière à des températures extrêmement basses, ce qui mena à la découverte de la supraconductivité. En 1867, un scientifique français nommé Louis-Paul Cailletet réalisa un exploit remarquable. Il parvint à liquéfier le gaz oxygène pour la première fois. Pour cela, il comprima fortement l'oxygène dans un récipient en acier solide, à une pression plus de 300 fois supérieure à la pression atmosphérique normale. Ensuite, il libéra soudainement la pression, provoquant un refroidissement très rapide du gaz et sa condensation en oxygène liquide. Avant cette réussite, les scientifiques savaient que les gaz pouvaient se transformer en liquide à très basse température. Mais certains, comme l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, étaient appelés gaz permanents, car personne n'était parvenu à les liquéfier. La principale difficulté résidait dans la nécessité d'atteindre des températures extrêmement basses. Le succès de Cailletet tenait à l'idée de relâcher soudainement la pression pour refroidir le gaz. À peu près à la même époque, un scientifique suisse, Raoul Pictet, liquéfia également de l'oxygène, mais avec une méthode différente, utilisant une série d'étapes de refroidissement avec d'autres liquides froids. Les travaux de Cailletet et de Pictet marquèrent ainsi les premières liquéfactions de l'oxygène par l'être humain. Vers le milieu des années 1870, la plupart des gaz connus avaient pu être liquéfiés grâce au progrès des techniques de refroidissement et à une meilleure compréhension de leur comportement sous pression et à basse température. Cependant, l'hydrogène restait un défi majeur. Avec un point d'ébullition autour de 253 degrés Celsius, il était beaucoup plus difficile à liquéfier que les autres gaz, posant un vrai casse-tête pour les scientifiques de l'époque. Les équipements et méthodes du 19e siècle n'étaient pas suffisamment performants pour atteindre des températures aussi basses. Des chercheurs comme James Dewar étaient résolus à relever ce défi. Dewar, chimiste et physicien écossais, inventa un type de flacon spécial, conçu pour maintenir des substances à très basse température en limitant les transferts de chaleur. En 1888, après de nombreuses tentatives, Dewar réussit enfin à liquéfier l'hydrogène grâce à des techniques de refroidissement avancées. Après que l'oxygène et l'air eurent été liquéfiés par d'autres scientifiques, Dewar surmonta d'importantes difficultés expérimentales pour condenser l'hydrogène en atteignant 259 degrés Celsius. À ces températures, presque tous les gaz connus se liquéfiaient, hormis l'hélium, découvert dans l'atmosphère en 1895. Des chercheurs comme Olszewski, Dewar et Travers essayèrent de le liquéfier, sans succès. Beaucoup que cela pourrait être impossible. Au début du XXe siècle, l'une des figures majeures de l'histoire de la supraconductivité fit son apparition, Eike Kamerlingh-Onnes, qui découvrit ce phénomène. Né en 1853, ce physicien néerlandais s'intéressait tout particulièrement au comportement de la matière à très basse température. Il était convaincu qu'en refroidissant la matière à des températures extrêmes, on pourrait comprendre ses propriétés fondamentales. Son laboratoire à l'université de Leyde aux Pays-Bas devint un centre de référence dans le domaine de la physique des basses températures. Pendant des années, Onnes perfectionna les techniques de refroidissement mises au point par ses prédécesseurs. En 1906, il découvrit comment produire de grandes quantités d'hydrogène liquide en construisant une machine perfectionnée pour le liquéfier. En 1908, cet accomplissement lui permit d'atteindre l'un de ses principaux objectifs à long terme, liquéfier l'hélium. Il découvrit que la température de l'hélium liquide était d'environ 1269 degrés Celsius, soit à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu, 273,15 degrés Celsius. Le 10 juillet 1908, après des années de travail et d'innovation technique, Onnes liquéfia l'hélium. Pour y parvenir, il mit au point des pompes à vide avancées et des systèmes de refroidissement successifs, abaissant progressivement la température grâce à la détente et à l'évaporation des gaz. En isolant l'hélium et en le refroidissant à 269 degrés Celsius, il réalisa une avancée décisive. C'était la première liquéfaction de l'hélium jamais obtenue par l'homme, établissant un record de basse température et rapprochant la science du zéro absolu.
La liquéfaction de l'hélium en 1908 fut une étape majeure dans l'histoire de la physique des basses températures. Elle eut un effet profond sur l'étude de la matière à ces températures extrêmes, jetant les bases de domaines comme la supraconductivité et la physique quantique. À cette époque, on savait que la résistance électrique des métaux, leur opposition au passage du courant, diminuait lorsque la température baissait. Toutefois, on ignorait si cette baisse se poursuivrait jusqu'au zéro absolu. Certains scientifiques, comme Lord Kelvin, pensaient que la résistance pourrait remonter à l'approche du zéro absolu, à cause d'un phénomène inconnu. En 1911, Hahn mena une expérience en utilisant l'hélium liquide, qu'il avait liquéfié en 1908, pour refroidir du mercure à des températures proches du zéro absolu. Il voulait mesurer précisément l'évolution de la résistance du mercure dans ces conditions extrêmes. À sa grande surprise, lorsque le mercure atteignit 269 degrés Celsius, sa résistance disparut soudainement. Le mercure entrait dans un nouvel état, affichant une résistance nulle. Il était supraconducteur. Le courant électrique pouvait alors y circuler sans perte d'énergie. C'était une découverte révolutionnaire, car la résistance provoque habituellement des pertes d'énergie sous forme de chaleur. En reconnaissance de sa découverte majeure de la supraconductivité, Heike Kamerlingh-Onnes reçut le prix Nobel de physique en 1913. Ces expériences firent progresser la physique des basses températures et ouvrir de nouvelles perspectives pour comprendre les phénomènes quantiques et le comportement de la matière à très basse température. En 1933, les physiciens allemands Walter Meissner et Robert Oxenfeld firent une nouvelle découverte importante en étudiant des matériaux supraconducteurs. Ils constatèrent que, lorsque ces matériaux deviennent supraconducteurs en dessous d'une température critique, ils expulsent complètement tout champ magnétique de leur intérieur. Ce phénomène, désormais appelé effet Meissner, fut un tournant. Il montrait que la supraconductivité ne se résume pas à l'absence de résistance électrique, mais implique aussi un diamagnétisme parfait. L'effet Meissner prouva que les supraconducteurs peuvent repousser totalement les champs magnétiques, entraînant des effets comme la lévitation magnétique. Cette découverte fut cruciale, car elle révéla que la supraconductivité est un état thermodynamique distinct, caractérisé à la fois par une résistance électrique nulle et par l'expulsion des champs magnétiques. L'effet Meissner ne pouvait s'expliquer par les théories d'alors, qui voyaient la supraconductivité comme un cas extrême de conductivité. Il incita les scientifiques à élaborer de nouvelles théories pour expliquer pleinement ce phénomène. Après les découvertes de la supraconductivité et de l'effet Meissner, les scientifiques se mirent en quête d'une explication théorique. Des décennies de recherche et de vérification se succédèrent. Les chercheurs voulaient comprendre pourquoi, à très basse température, certains matériaux perdaient soudainement leur résistance. Ils cherchaient aussi à prévoir quels autres matériaux pourraient présenter ces propriétés. Les premiers développements théoriques jetèrent ainsi les bases des travaux ultérieurs et poussèrent les scientifiques à chercher de nouveaux supraconducteurs. Une théorie majeure, connue sous le nom de théorie BCS, expliqua la supraconductivité des supraconducteurs dits conventionnels. Selon cette théorie, les électrons peuvent se coupler d'une manière particulière, les autorisant à se déplacer sans résistance dans le matériau. À l'époque, atteindre la supraconductivité à des températures plus élevées paraissait impossible. En pratique, les supraconducteurs sont très utiles dans des domaines comme la lévitation magnétique, par exemple dans les trains à sustentation magnétique, maglev. Grâce aux supraconducteurs, ces trains peuvent léviter au-dessus des rails, éliminant presque tout frottement. Dans les années 1950, les scientifiques observèrent des comportements étranges dans certains matériaux refroidis à des températures très basses. Ces matériaux semblaient conduire l'électricité sans résistance, c'est-à-dire sans perte d'énergie, et repoussaient les champs magnétiques, effet Meissner. Pourtant, personne ne comprenait pourquoi. On ignorait aussi comment les électrons, particules responsables du transport de l'électricité, pouvaient se déplacer aussi librement. C'est à ce moment qu'intervint John Bardeen, déjà célèbre pour avoir co-inventé le transistor. Intrigué par ces mystères, il se mit à travailler avec Leon Cooper et Robert Schrieffer. Ensemble, ils allaient proposer une explication révolutionnaire de la supraconductivité, la théorie BCS, initiale de leurs trois noms.
En 1956, Leon Cooper fit une découverte essentielle. À très basse température, deux électrons qui en temps normal se repoussent pouvaient former des paires, aujourd'hui appelées paires de Cooper. D'ordinaire, deux électrons ne peuvent occuper le même espace, mais sous certaines conditions, ils peuvent s'apparier et agir de concert. Cette interaction se produit grâce aux vibrations du réseau atomique. Lorsqu'un électron se déplace, il crée une légère déformation dans le réseau, attirant un second électron, d'où la création d'une paire. Cette configuration à plus basse énergie est plus stable, surtout à basse température. Une fois formées, les paires de Cooper se déplacent de façon coordonnée dans le matériau. Contrairement aux électrons isolés, habituellement freinés par les impuretés ou les vibrations thermiques, les paires de Cooper glissent sans rencontrer de résistance. C'est cette capacité qui permet aux supraconducteurs de transporter un courant sans aucune perte d'énergie. En s'appuyant sur les idées de Bardeen et Cooper, Robert Schrieffer établit la formulation mathématique décrivant ce comportement. Il montra comment ces paires de Cooper agissaient collectivement, offrant au matériau ses propriétés supraconductrices. En 1957, les trois scientifiques publièrent leur théorie qui transforma la compréhension de la supraconductivité. L'un des concepts majeurs de la théorie BCS est celui du gap énergétique, une sorte de barrière qui empêche les petites perturbations de rompre les paires de Cooper. Mais si la température augmente trop, cette barrière ne peut plus protéger les paires, et le matériau perd alors sa supraconductivité. Cela explique pourquoi les supraconducteurs doivent être refroidis à de très basses températures. La théorie BCS résolut de nombreuses énigmes et fut rapidement confirmée par des expériences aidant à comprendre des points cruciaux comme la température critique de supraconductivité. Cette théorie ne décrit toutefois que les supraconducteurs conventionnels et ne rend pas compte des supraconducteurs dits à haute température découverts plus tard. Elle n'en reste pas moins un pilier de la physique moderne. Bardeen, Cooper et Schrieffer reçurent le prix Nobel de physique en 1972 pour leurs travaux, marquant le deuxième prix Nobel de Bardeen, un fait exceptionnel reflétant la portée de ses contributions à la science. Malgré ces avancées, la quête d'une supraconductivité à température plus élevée se poursuivit, conduisant les scientifiques à explorer de nouveaux matériaux. Au premier temps de la recherche, on étudiait surtout des éléments simples, comme le mercure, le plomb ou l'étain, car ils étaient plus faciles à manipuler. Ces métaux purs étaient plus simples à comprendre, et le phénomène de supraconductivité demeurait alors très mystérieux. Il fallut attendre 1957 pour que la théorie BCS éclaire enfin le comportement des supraconducteurs, tout en suggérant qu'il serait quasi impossible de faire apparaître la supraconductivité à des températures beaucoup plus hautes. Longtemps, on a cru que la supraconductivité ne se produisait qu'à des températures extrêmement basses, souvent inférieures à 1269 °H, nécessitant l'usage d'hélium liquide, coûteux et difficile à manipuler. L'idée de trouver un supraconducteur fonctionnant à des températures plus élevées paraissait hors de portée, limitant les applications pratiques à la recherche scientifique. À mesure que la technologie progressait et que les méthodes expérimentales se perfectionnaient, les chercheurs se tournèrent vers des matériaux plus complexes, comme les alliages et les composés chimiques, espérant surmonter les limites de la théorie BCS. Parfois, ces alliages affichaient des températures supraconductrices plus élevées que les éléments purs, suscitant un intérêt grandissant pour une large gamme de composés. On se mit à tester de nombreux matériaux, ce qui allait préparer le terrain à une découverte majeure. En 1986, la recherche connut un tournant. Deux physiciens, Karl Alexander Müller et Johannes Georg Bednorz, travaillant à Zurich, s'intéressaient aux céramiques, une catégorie de matériaux généralement mauvais conducteurs d'électricité. Pourtant, ils pensaient que certaines céramiques, en particulier les oxydes métalliques de type perovskite, pourraient révéler des propriétés inédites. Par des expériences méthodiques et minutieuses, Müller et Bednorz firent une découverte retentissante. Un matériau céramique, l'oxyde de lantane, barium et cuivre, devenait supraconducteur autour de 1238,1 °C, une température bien plus élevée que tout ce qu'on connaissait jusque-là. Cette percée, même si elle impliquait encore l'usage d'hélium liquide, suscita un énorme intérêt. Leur résultat suscita d'abord un certain scepticisme, si bien qu'ils publièrent leurs conclusions avec prudence. Mais bientôt,
d'autres laboratoires confirmèrent leurs observations, prouvant que la supraconductivité à haute température était bien une réalité. Cela déclencha une course effrénée à travers le monde pour découvrir d'autres matériaux encore plus performants. Quelques mois plus tard, un autre progrès remarquable survint en 1987. L'équipe de Shu-Ching Wu à l'université de Houston mit au jour un matériau appelé oxyde d'yttrium, de barium et de cuivre, supraconducteur à une température encore plus élevée, minus 181,15 degrés. C'était une avancée décisive, car cette température est supérieure au point d'ébullition de l'azote liquide, beaucoup moins coûteux et bien plus simple à manier que l'hélium. Pour la première fois, on pouvait refroidir un supraconducteur à l'azote liquide, rendant la technologie bien plus accessible. Le YWBCO permit d'atteindre la supraconductivité dans des conditions beaucoup moins extrêmes, ouvrant la voie à des applications telles que les réseaux d'énergie efficaces, l'électronique rapide ou encore la lévitation magnétique pour les trains. Malgré les difficultés à produire ces céramiques à grande échelle, cette découverte changea la donne pour la science et la technologie. Consciente de l'impact immense de cette découverte, la communauté scientifique honora rapidement ses pionniers. Müller et Bednorz reçurent le prix Nobel de physique dès 1987, soit à peine un an après leurs travaux, l'une des reconnaissances les plus rapides de l'histoire du Nobel. Leur découverte lança une nouvelle ère dans la recherche sur la supraconductivité, où des laboratoires du monde entier cherchèrent à repousser encore la température critique. En quelques années, on trouva d'autres oxydes de cuivre, cuprate, capables de devenir supraconducteurs jusqu'à environ 148,15 GeV, repoussant une nouvelle fois les limites et rapprochant un peu plus la supraconductivité de conditions ambiantes. Toutes ces avancées ne se limitaient pas à la recherche fondamentale. Elles eurent un impact technologique considérable. L'une des applications les plus spectaculaires des supraconducteurs se retrouve dans les accélérateurs de particules. Imaginez une machine capable de propulser des particules minuscules, comme les protons, à des vitesses proches de celles de la lumière. C'est le rôle des accélérateurs de particules, dont le plus grand et le plus évolué est le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, près de Genève en Suisse. En faisant se percuter ces particules lancées à très grande vitesse, on recrée les conditions de l'univers juste après le Big Bang pour étudier les constituants fondamentaux de la matière. Pour fonctionner, le LHC s'appuie sur des aimants supraconducteurs. Ces aimants produisent des champs magnétiques extrêmement puissants pour guider les particules dans un tunnel circulaire de 27 km sous la frontière franco-suisse. Sans ces aimants, les particules sortiraient de leur trajectoire et le LHC ne pourrait pas remplir sa mission. Concrètement, les aimants servent à courber la trajectoire des particules et à focaliser le faisceau, afin d'augmenter les probabilités de collision. Leur puissance vient du fait qu'ils sont réalisés à partir de matériaux supraconducteurs, refroidis près du zéro absolu pour éliminer toute résistance. Ainsi, ils peuvent supporter des courants électriques immenses sans perte d'énergie, créant les champs magnétiques nécessaires pour diriger les particules à une vitesse quasi lumineuse. Les aimants du LHC sont conçus en alliage comme le niobium-titane, qui deviennent supraconducteurs vers des températures proches du zéro absolu. On les refroidit avec de l'hélium liquide à environ 271,3. À cette température, ils peuvent générer des forces magnétiques assez fortes pour maintenir la trajectoire des particules ultra rapides. Sans supraconducteurs, le LHC serait quasiment irréalisable. L'énergie requise pour contrôler des particules aussi rapides serait colossale, rendant l'accélérateur trop grand et trop coûteux à exploiter. Les propriétés uniques des supraconducteurs rendent possible ces expériences de physique des hautes énergies dans un cadre réaliste. Grâce au LHC, on a déjà réalisé des découvertes majeures, comme la mise en évidence du boson de Higgs en 2012, souvent appelée la particule de Dieu. Cette particule, prédite dans les années 1960, explique pourquoi d'autres particules possèdent une masse. Sa détection a confirmé une partie essentielle du modèle standard de la physique des particules, ce qui est un succès considérable. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles recherches, par exemple sur la matière noire. Le LHC illustre ainsi comment les installations de grande envergure et la collaboration internationale font avancer notre compréhension de l'univers. Au-delà de la physique des particules,
Les aimants supraconducteurs jouent aussi un rôle crucial dans le domaine médical, notamment dans les IRM. Les IRM utilisent des champs magnétiques puissants pour réaliser des images détaillées des organes, des tissus et d'autres structures internes du corps, sans recourir à la chirurgie ou aux rayons X. La force et la stabilité de ces champs magnétiques déterminent directement la qualité des images. C'est pourquoi les aimants supraconducteurs sont si précieux. Les supraconducteurs, refroidis près du zéro absolu, n'ont plus de résistance électrique, ce qui leur permet de maintenir des champs magnétiques intenses de manière stable et sans gaspiller d'énergie électrique. Ils exigent toutefois un refroidissement permanent, souvent à l'hélium liquide. Pendant le processus d'IRM, le champ magnétique aligne les protons de l'hydrogène présents dans le corps. Un signal radio est ensuite envoyé pour désaligner temporairement ces protons, qui, en reprenant leur position initiale, émettent un signal enregistré par l'appareil. Les aimants supraconducteurs assurent la stabilité et l'homogénéité de ce champ magnétique, condition indispensable à la netteté des images. Comparé à d'autres méthodes d'imagerie, l'IRM présente plusieurs avantages. D'abord, elle est non invasive et n'emploie pas de rayonnement ionisant, contrairement aux rayons X ou aux scanners, réduisant ainsi les risques pour le patient. En outre, l'IRM fournit des images très détaillées des tissus mous, détectant des anomalies ou des lésions avec grande précision. Cette qualité d'image favorise un diagnostic précoce et fiable, essentiel pour soigner des pathologies graves. Un autre avantage réside dans son efficacité énergétique. Une fois l'aimant porté à l'état supraconducteur, il ne nécessite plus d'alimentation électrique continue pour maintenir le champ magnétique, même si le refroidissement doit être permanent. Cette situation reste toutefois coûteuse à cause du prix de l'hélium liquide et du dispositif de refroidissement. Les recherches sur les supraconducteurs à haute température visent à diminuer la complexité et le coût de ces systèmes de refroidissement, promettant un accès encore plus large à l'IRM dans le futur. En somme, grâce aux aimants supraconducteurs, l'IRM est devenu l'un des piliers du diagnostic moderne, offrant des images de haute qualité sans recourir à la chirurgie ou au rayonnement dangereux. Les avantages des aimants supraconducteurs se manifestent également dans le secteur des transports, en particulier avec les trains maglev. Imaginez parcourir de grandes distances à plus de 300 km/h sans bruit de roue et sans secousses. C'est la promesse des trains à sustentation magnétique, qui défie le concept traditionnel de la roue sur rail. Le maglev fonctionne grâce à de puissantes forces magnétiques, qui maintiennent la rame suspendue au-dessus de la voie, éliminant presque tout frottement. C'est pourquoi ces trains peuvent atteindre des vitesses impressionnantes, tout en offrant un confort sans égal. Il existe deux grandes approches. La suspension électromagnétique, EMS, qui attire la rame vers les rails, et la suspension électrodynamique, EDS, qui repose sur la répulsion grâce à des aimants puissants, souvent supraconducteurs. Le train SC Maglev au Japon, exploitant l'EDS, détient des records de vitesse grâce à son absence de contact avec la voie. Les supraconducteurs jouent un rôle crucial dans les systèmes EDS, car ils sont capables de créer des champs magnétiques plus puissants que des aimants classiques. Néanmoins, il faut déployer des systèmes de refroidissement importants pour maintenir ces matériaux à très basse température. Bien que l'utilisation de supraconducteurs supprime la résistance électrique, elle accroît la complexité et la consommation d'énergie, freinant pour le moment l'adoption à grande échelle des trains maglev. Le maglev utilise aussi des moteurs linéaires le long de la voie pour propulser le train, en créant un champ magnétique mobile qui interagit avec les aimants du véhicule. Le résultat est un déplacement ultra rapide, silencieux et fluide, avec très peu de maintenance, puisque l'absence de contact limite l'usure mécanique. Malgré ces avantages, plus grande rapidité, meilleur confort et moindre pollution sonore et atmosphérique, le maglev reste freiné par des coûts d'infrastructure élevés. Les voies doivent être construites spécifiquement pour ce système, et les refroidissements nécessaires à la supraconductivité sont onéreux. Les améliorations futures, notamment dans le domaine des supraconducteurs à haute température, pourraient toutefois rendre le maglev plus abordable, ouvrant la voie à une adoption plus large. Récemment, un grand bruit a agité le monde de la supraconductivité. Une équipe sud-coréenne a affirmé avoir découvert un supraconducteur à température ambiante, baptisé LK-409. Cette nouvelle a suscité beaucoup d'enthousiasme,
car une supraconductivité à température ambiante révolutionnerait la transmission de l'énergie et les dispositifs électroniques, en supprimant le besoin de coûteux systèmes de refroidissement. Toutefois, les propriétés supraconductrices de LK89 restent controversées. Pour l'instant, les laboratoires qui ont tenté de reproduire l'expérience n'ont pas obtenu de résultats concluants, soulevant des doutes au sein de la communauté scientifique. La reproductibilité est un pilier de la méthode scientifique. Sans confirmation répétée, l'hypothèse reste à démontrer. Malgré cela, l'affaire illustre bien l'importance de la quête pour la supraconductivité à température ambiante et l'intérêt continu pour ce domaine. En définitive, l'étude de la supraconductivité est l'une des aventures les plus marquantes et les plus exigeantes de la physique. Des premiers travaux sur les basses températures à la découverte de la supraconductivité, en passant par l'élaboration de ses fondements théoriques, puis par la mise en évidence de supraconducteurs à haute température, nous nous approchons aujourd'hui de plus en plus de la possibilité d'une supraconductivité à température ambiante. Les progrès accomplis ont non seulement éclairé des aspects fondamentaux de la physique, mais aussi ouvert de nouvelles perspectives pour l'avenir. Des trains à sustentation magnétique au réseau électrique ultra efficace, les applications potentielles sont immenses. Pourtant, la route vers la supraconductivité à température ambiante demeure semée d'embûches et continue de fasciner les chercheurs du monde entier. Chaque progrès nous rapproche d'un futur où les limites actuelles de la technologie seraient dépassées, transformant radicalement notre quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode.